Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le pouvoir au féminin, qui donne la parole à des femmes qui ont brisé le plafond de verre pour nous partager leur vision et surtout leur vécu du pouvoir en entreprise. Ce podcast est dans la continuité de l'activité de HensoAct, l'entreprise que j'ai créée pour accompagner les directions et les managers à construire une culture vivante dans laquelle chacun et chacune a le pouvoir d'agir pour construire l'avenir de votre organisation. Si vous souhaitez échanger sur votre culture managériale ou que vous avez des séminaires ou événements à venir pour penser l'avenir de votre organisation, vous pouvez m'écrire directement pour en discuter. Vous retrouverez toutes mes coordonnées et les informations sur HensoAct dans le descriptif de l'épisode et du podcast. À bientôt et belle écoute. Il y a eu une grande part de naïveté chez moi. J'ai eu des illusions un peu perdues sur le fait d'être à la direction. Alors soit j'avais mis des choses beaucoup trop hautes par rapport à une réalité qu'on m'avait jamais décrite. Moi, j'avais personne qui travaillait en entreprise dans ma famille, je le rappelle. Donc j'avais aucun repère. Donc j'avais juste fait une école de commerce, mais enfin on vous dit pas grand-chose sur comment ça va se passer une fois que vous serez là-haut. On vous dit même rien en fait. Et donc là, je suis un peu tombée de ma chaise parce que au fur et à mesure, j'ai fait 2 comités de direction et dans les 2, ça s'est retrouvé. C'est que finalement, moi, j'avais cru qu'on allait prendre les grandes décisions dans ces grands comités de direction. Et je me rendais compte assez souvent que les plus grandes décisions, elles avaient été prises autrement dans un plus petit comité avant. Et qu'en fait, le lundi n'était juste là que pour plus ou moins valider, retrouver l'assentiment des autres qui n'avaient pas été conviés dans le petit comité qui avait décidé le week-end d'avant ou la semaine d'avant. Et c'est là où j'ai commencé à me dire qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités de direction. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Caroline, ravie de vous recevoir. Alors nous avons un point commun, c'est de nous être lancés dans l'aventure du podcast sans réellement savoir où nous allions et comment le lier professionnellement. Mais avec cette envie d'aller creuser le sujet autour de l'égalité. Votre podcast s'appelle Sur l'oreiller et vous allez creuser le sujet des relations femmes-hommes et du rapport à son masculin et à son féminin. Alors moi, ce qui m'a particulièrement intéressée pour cette interview, c'est votre parcours dans différents secteurs où vous avez été directrice depuis 2008 jusqu'en 2013, année où vous vous êtes lancée à votre compte pour créer Be-Birds. Vous êtes aujourd'hui consultante experte, conférencière et écrivaine sur les sujets du futur du travail. Alors, dans notre premier échange, ce qui m'a interpellée, c'est de vous entendre dire « j'ai été au CODIR » et je me suis dit « en fait non, ce n'est pas pour moi ». Ce propos, vous n'êtes pas la première à me le partager. J'entends beaucoup de femmes qui, à l'aube d'atteindre des postes de direction, se disent « non, en fait, ça va être trop compliqué ». Et ce n'est pas une fausse modestie ou un manque de confiance en elles, mais réellement une non-envie de se confronter aux problématiques, surtout humaines, qui les attendent. Et ce sont ces sujets que j'ai envie d'approfondir avec vous. Alors ma première question, évidemment, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au podcast ? En fait, quand j'ai vu votre sujet, ce fameux plafond de verre, c'est toujours un sujet qui m'a interrogée. J'ai lu des choses, bien sûr, comme tout le monde, sûrement. Et je sais pas, moi, c'est vrai que j'ai jamais eu cette sensation de plafond de verre. Alors des fois, elle m'énerve un peu, cette expression. On a assez d'ennuis comme ça en tant que femme que fatigue, on nous rajoute le plafond de verre. Je dis pas qu'il est pas juste, je dis juste que moi je l'ai pas ressenti. Alors il y a sûrement plein d'explications sur ce fait-là, mais que moi j'ai toujours peut-être même été je sais pas si je vais dire en surconfiance de moi-même, mais moi j'avais envie de tout défoncer au boulot. Donc voilà, alors j'ai eu des techniques, c'est sûr qu'on m'a dit récemment, mais finalement forcément, tu n'as jamais connu le plafond de verre, Caroline, puisque tu as changé d'entreprise très souvent. J'ai fait oui, c'est vrai. C'est une technique par binote pour pas le ressentir. En fait, j'attendais pas de le ressentir. C'est juste qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du poste, qu'il fallait encore attendre je sais pas combien de temps, 1 an, pour compter et potentiellement avoir une mobilité, sans parler même d'une promotion. Et du coup, je me disais que je changeais, quoi. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez eu votre poste de directrice ? Alors oui, précédemment, j'avais été dans une entreprise qui m'avait promis un poste qui commençait par directrice et qui finalement ne s'est pas fait. Et finalement, j'ai été responsable. Donc, j'ai bien eu un poste, mais le niveau d'en dessous. Et ensuite, j'ai eu un directeur. Je suis restée à peine 1 an et demi. Donc, c'est vrai que quand j'ai eu cette opportunité, surtout qu'au même moment, j'avais eu 2 postes possibles qui commençaient tous les 2 par directrice. J'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose. Je me suis dit, ok, clairement, c'est ce que je voulais. Là, j'avais 2 choix. Bon, j'ai choisi celui qui me paraissait le plus pertinent pour moi, où il y avait vraiment une équipe, parce que dans l'autre, en fait, c'était matriciel.
Donc en fait, vous n'aviez pas d'équipe. Elle était dispatchée dans 4 BU différentes. Et là, je me suis dit, ça va peut-être poser des problèmes. Je vais me retrouver avec tous les directeurs et les directrices des BU à influencer. Ça va pas le faire. Enfin, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai pris un poste de directrice générale avec entre 12 et 15 personnes en direct. Et ouais, j'étais fière d'être arrivée là. J'étais fière. J'aimerais revenir à ce premier poste où vous étiez censée être directrice et vous avez fini responsable. Comment c'est arrivé ? Parce que déjà, quand on signe normalement son contrat de travail, il y a un titre sur le poste. Et puis après, quand vous avez pris votre poste, dire comment est-ce qu'on vous a annoncé ça en fait ? Non, en fait, c'est avant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai postulé, j'ai passé un entretien et c'était clairement pour le poste de directrice. Et on m'a annoncé par la suite et j'ai quand même accepté que c'était le niveau d'en dessous. Ok, donc vous le saviez quand même avant d'arriver. Je savais. Et pourquoi est-ce que vous avez accepté quand même du coup ? C'est une bonne question. Parce que le projet m'intéressait en fait. C'était original, c'était un fonctionnement de start-up, mais adossé à un grand groupe. Vous voyez un peu ? Je vois un peu, ouais. En fait, vous avez les avantages des deux côtés. Parce que vous avez la garantie derrière que ça va pas s'écrouler. Vous avez l'agilité, le nouveau projet, la feuille blanche, il y a tout à faire. Et en même temps, ça peut être marrant parce qu'il y a un peu d'influence, parce que forcément, il y a des choses qu'on va devoir faire valider par la grosse entreprise. Ça m'amusait. Je trouvais la forme très surprenante. Ça m'intriguait. J'ai voulu y aller. Et vous êtes resté qu'1 an et demi quand même pour autant. Oui. Comment ça s'est passé l'arrivée du directeur ? Vous le saviez de toute façon que vous allez avoir un Oui, directeur. alors il est arrivé après moi. Et en plus, il maîtrisait pas du tout le sujet principal sur lequel moi j'étais. Ça a été compliqué. C'est quelque chose que j'ai jamais raconté. Et en fait, ça faisait même pas 3 jours qu'il était là. On se fait une première réunion. Donc classique, to-do list, ok, je prends mes notes. Enfin, j'ai déjà plus de 30 ans à l'époque. Je suis déjà maman, tout ça. Enfin bon, voilà quoi. Ça faisait même pas 10 minutes que j'étais installée à mon bureau que je reçois un email avec le compte-rendu de tout ce qu'on s'est dit, d'un ton assez, on va dire, neutre, pour pas dire froid. Et moi, en fait, ce que je ressens à ce moment-là, c'est, d'accord, donc c'est une personne qui ne fait pas confiance. Enfin, pour moi, je l'interprétais comme ça, donc je suis allée voir la personne directement. Et du coup, je lui ai dit, mais je comprends pas. Moi, j'ai bien tout noté, tout sera fait. Enfin, de toute façon, on en reparle dans une semaine, voilà. J'ai dit, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de confiance du coup entre nous. J'ai l'impression que tu me fais pas confiance alors qu'on se connaît pas trop encore. Et il me dit, oui, bah écoute, c'est mon mode de fonctionnement qui va s'appliquer. Je te confirme que moi, j'ai besoin d'un peu de temps pour faire confiance aux gens. Ok. Waouh. Bah, j'ai eu ta réaction, j'ai fait, ok, genre la sidération. Genre, ah oui, ça va pas durer 10 ans, notre collaboration, ça va être compliqué. Voilà. Et donc depuis, alors aujourd'hui, le management par la confiance, c'est un des gros sujets. Et moi, je persiste et je signe. Au démarrage d'une relation, si tu veux savoir, si tu peux faire confiance à quelqu'un, bah tu lui fais confiance. C'est pas de moi, c'est d'Hemingway. Et je savais pas que ça venait de lui. Je suis d'accord avec vous, par contre, mais je ne savais pas que ça venait de lui. Du coup, ça a duré combien de temps entre son arrivée et votre départ ? Ah bah en fait, il est arrivé peut-être quelques semaines, donc 1 an quoi. Voilà, on a dû tenir 1 an, bon an mal an quoi. Il a fini par vous faire confiance ? Pas vraiment. T'es pareil avec tous les membres de l'équipe, j'imagine ? Bah du coup, j'imagine, ouais, parce que on n'en parlait pas. Et après, c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui ont besoin de plus de cadres et que ça rassure peut-être d'avoir un email avec un compte-rendu. Moi, j'estimais que j'étais suffisamment expérimentée pour pas qu'on perde du temps à ce genre de... Enfin, voilà. Et du coup, j'avais vraiment juste, c'est-à-dire j'avais bien senti que par défaut, il faisait pas confiance, quoi. Et alors moi, travailler avec quelqu'un qui par défaut me fait pas confiance, alors c'est le meilleur moyen de que je sois pas très bien au travail. Vous pensez quoi cette fameuse phrase que j'entends parfois en formation management et qui me hérisse un peu, je vous avoue, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, alors c'est hyper marrant que vous en parliez, on est connectés décidément, parce que cette phrase, elle est exécrable en fait. C'est une contre la palissade, je sais même pas comment dire ce que c'est. En fait, voilà, c'est un objet étrange qui existe en France. Alors peut-être ça existe dans d'autres langues, faudrait peut-être qu'on se renseigne là-dessus, mais je ne crois pas. Je crois que c'est typiquement français. Et moi, je dirais plutôt la confiance, elle requiert surtout de l'estime de soi et des autres. Je suis d'accord avec ça. Puis la confiance, ça commence par la confiance en soi, en fait, en général. Et très souvent, quand cette phrase commence à être dite, c'est le début de la fin sur la confiance. C'est l'alerte. C'est ça. Revenons à votre prise de poste de direction, vous étiez très fière. Comment s'est passée la prise de poste en tant que telle ? La prise de poste en tant que telle, donc, elle était vraiment, comment on dit challenging en français ? Compliquée, je pense que c'est pas mal. Ouais, compliquée, défiante, quoi. Il y avait un gros défi parce que le périmètre d'activité était un périmètre que je connaissais, mais côté annonceur, côté marque. Et là, j'allais dans une agence. Donc, j'allais être forcément au cœur de l'expertise avancée. Moi, ce que j'avais connu côté marque, c'était forcément un niveau, entre guillemets, en dessous. Vous voyez ce que je veux dire ? Je faisais confiance à mon agence pour beaucoup de choses. Donc, je connaissais bien sûr tous les sujets. C'était que des sujets digitaux. Donc voilà, très complexe parce que je savais qu'en gros, j'allais encadrer une équipe qui en savait plus que moi. Puis il y a vraiment des gens compétents dans cette équipe.
vraiment. Je dis pas que c'est plus facile quand les gens sont incompétents. Attention, c'est pas ce que j'ai dire, mais par rapport à mon idée de complexe, ça a rajouté un peu. Après, je suis arrivée aussi avec toute mon énergie, toute ma sympathie qui me caractérise. C'est toujours le souvenir qu'on a de moi, ce qui est déjà très très bien. Mon sourire, et qui déjà a mis de toute façon, je pense, un avant et un après par rapport à la personne qui était avant moi à ce poste. J'avais aussi envie de mettre une bonne ambiance, moi. Vous dites que vous voulez mettre une bonne ambiance, il n'y avait pas de bonne ambiance avant que vous arriviez. Je sais pas, j'y étais pas, mais j'ai toujours cru beaucoup, moi, et c'est ce que j'aime dans les relations de travail, c'est les relations informelles. C'est ce qui se cache derrière ou pas, derrière un collaborateur, une collaboratrice. J'ai toujours trouvé que c'était ça qui était passionnant, de connaître un peu mieux les gens en dehors de leur réalisation, de leur production. Et je sais très bien que c'est à travers ce type d'événements qu'on peut organiser où voilà, on est proche des personnes de façon différente, quoi. Et comment ça se passait du coup pour le fameux cadre ? Parce que vous disiez, alors tout à l'heure on parlait d'un cadre très sévère et très strict, qui était tout doit être carré, je vérifie tout, je contrôle tout, ça ok. Mais de façon générale, même si on connaît mieux les gens, et en effet les événements permettent de mieux connaître les gens, de mieux communiquer, qu'en est-il du cadre, du côté professionnel, de la vision, comment est-ce que vous caliez ça, vous, du coup ? Alors là, c'était dans une autre entreprise, donc j'avais plutôt des patrons. Alors en l'occurrence, c'était que des hommes, et pour le coup, on était très autonomes. Donc en tant que directrice générale d'une des agences, on avait toute notre autonomie. Pour le coup, il y avait une grande confiance. Et c'est la première fois, du coup, que je me suis retrouvée effectivement dans une assemblée d'hommes. Alors, il y a eu 1 ou 2 autres personnes qui sont arrivées en cours de route. Donc, on devait être 2-3 femmes et puis il devait y avoir entre 5 et 7 hommes à chaque fois. Un peu la stat de base, entre 15 et 25% de femmes là-haut. C'est plus ça que je retiens de cette première expérience, c'est un peu d'être... de découvrir ce que c'est qu'une ambiance d'hommes dans un comité de direction, où manifestement il y a plus d'hommes. Alors est-ce que ça vient de ça ou pas, voilà, on pourra en parler après. Et découvrir aussi, finalement c'est que ça un comité de direction. Ça veut dire quoi, c'est que ça pour vous ? Mais je pense qu'en fait, soit il y a eu une grande part de naïveté chez moi. J'ai eu des illusions un peu perdues sur le fait d'être à la direction. Je pense que, alors, soit j'avais mis des choses beaucoup trop hautes par rapport à une réalité qu'on m'avait jamais décrite. Moi, j'avais personne qui travaillait en entreprise dans ma famille, je le rappelle. Donc, j'avais aucun repère. Donc, j'avais juste fait une école de commerce. Mais enfin, on vous dit pas grand chose sur comment ça va se passer une fois que vous serez là-haut. On vous dit même rien, en fait. Et donc là, je suis un peu tombée de ma chaise parce que, au fur et à mesure, j'ai fait 2 comités de direction et dans les 2, ça s'est retrouvé. C'est que finalement, moi, j'avais cru qu'on allait prendre les grandes décisions dans ces grands comités de direction. Et je me rendais compte assez souvent que les plus grandes décisions, elles avaient été prises autrement dans un plus petit comité avant, et qu'en fait, le lundi n'était juste là que pour plus ou moins valider, retrouver l'assentiment des autres qui n'avaient pas été conviés dans le petit comité qui avait décidé le week-end d'avant ou la semaine d'avant. Et c'est là où j'ai commencé à me dire qu'est-ce que c'est que cette mascarade? En fait, j'avais même pas envie d'être dans les 4. Si j'avais vraiment été dans le système, j'aurais pu me dire, débrouille-toi pour être dans les 2-3 qui ont l'air toujours, rapproche-toi d'eux, fais ce qu'il faut. Mais moi, je voyais pas la direction d'une entreprise comme ça. Moi, je suis pas pour ce genre de procédé. Donc, en fait, j'ai même pas cherché à essayer d'être dans les 3-4. C'est juste que j'arrivais assez souvent avec ma frustration de, ok, donc si je comprends bien, comme il y a 3 semaines, la décision, elle a été prise ailleurs, en fait. Vous étiez combien dans ce comité de direction ? On était entre 8 à peu près 8. Donc il y a la moitié du comité de direction qui décidait avant, en fait. Oui, c'est ça, il y avait sûrement 2-3 personnes, ça s'était fait ailleurs, en fait. Et donc, et alors après, il y avait des micro-décisions qui étaient prises, mais je sais pas, puis c'était un peu cafouillage, ils se comprenaient vraiment une décision, pas vraiment. Moi, j'ai la droiture comme fondamentale, aucune mise en avant particulière de ma part, parce qu'il faut pas être rigide, sur quelles que soient les valeurs qu'on a. Si vous êtes rigide, de toute façon, ça vous revient en boomerang, c'est pas terrible. Mais je sais que j'ai la droiture. Et là, donc, pour moi, c'était en dehors de mon champ de vision. J'avais jamais imaginé que ça pouvait se passer comme ça, en fait. J'ai trouvé ça, entre la mascarade et le côté un peu ça cafouille. Et donc après, peut-être qu'à tort, évidemment, je me suis dit, tu t'es aussi fait des illusions. Tu as surestimé complètement comment pouvait se dérouler un comité de direction. Et puis voilà, après j'étais aussi dans le secteur du numérique, dans des tailles de structures peut-être qui font que ça s'est passé comme ça aussi. J'ai pas fait suffisamment d'entreprises pour évidemment faire des généralités. C'est juste, par rapport à ce que la vision, moi je partais et ce que j'ai connu, je suis un peu tombée de ma chaise.
Vous vous êtes posé la question de vous rapprocher du petit groupe ou pas du tout ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, même pas, ça m'a même pas effleuré. J'avais pas envie, en fait. Parce que j'avais pas envie de participer à la mascarade. Moi, ça m'allait pas, ce processus. Moi, je voulais pas être dans une sorte de double ou triple instance de décision avec une qui est un peu dans l'ombre. On sait pas trop comment ça se passe. Donc, non. Comment vivaient vos autres collègues qui n'étaient pas dans ce mini-groupe de décision ? Franchement, on n'en parlait pas trop. Ou si on en parlait, c'était un peu, je vais pas dire en mode résigné, mais en mode... Oui, de toute façon, on peut pas faire autrement. Bon. Et du coup, comment ça se passait pour les décisions prises auprès de votre équipe ? Parce que quand il y a des décisions qui sont prises comme ça, après, vous êtes censé les porter auprès de votre équipe. Tout à fait. Et donc, comment ça se passait pour vous, ça ? Quand il y en a une qui a été prise et qui était très difficile et à laquelle je m'étais complètement opposée, j'avais même été jusqu'à dire c'est moi qui dois partir, tant pis. Je veux pas que ce soit cette personne qui parte, c'est moi qui pars. Ah, parce que c'était sur le départ d'une personne. Ouais. Je dis s'il y a une à ce moment-là qui doit partir, c'est moi. C'est pas cette personne. Ça a été refusé. J'ai peut-être pas suffisamment insisté. Je pense que j'avais l'intuition à l'époque que ça allait être très difficile pour cette personne. Et moi, je me sentais que je me relèverais. C'est la première fois que je formalise ça à la haute voix. On m'a jamais interrogé là-dessus. Une pensée pour cette personne. Et franchement, si c'était à refaire, j'aurais insisté beaucoup plus. Peut-être que j'aurais pas eu gain de cause, mais j'aurais préféré partir moi. Alors, c'était une personne de votre équipe Et elle est partie puisqu'il y avait des vraies raisons de compétence ou c'était un autre sujet ? C'est un sujet commercial. Il y avait en fait une grande internalisation. C'était l'époque où on internalisait beaucoup des choses qu'auparavant on avait externalisées. Un classique. Donc voilà, un grand classique, surtout dans les déferlantes technologiques. Donc voilà, on a beaucoup de clients qui internalisaient nos services. Donc à un moment donné, on n'a plus besoin d'être autant. Et la décision, c'était par rapport à quoi ? Le fait qu'elle est arrivée la dernière Même pas. C'est juste que potentiellement, oui... C'était mon binôme, donc c'était un peu... je vais pas dire qu'on était en doublon, on avait bien chacun nos dossiers. Mais voilà, pour moi, c'était elle ou moi. Moi, je pensais qu'on avait encore 6 mois, 1 an et qu'on pouvait encore relever le truc. On m'a dit non, t'arriveras jamais à le relever, c'est pas possible. Là, ok, bon, j'étais pas d'accord, mais ok, je vous crois, vous êtes plus dans le business que moi depuis plus longtemps, etc. Très bien. J'ai pas trop insisté là-dessus, mais par contre, quand j'ai compris que c'était elle qui devait partir, ouais. Pourquoi vous dites que ça a été refusé ? C'est-à-dire qu'on vous a demandé votre départ et ils ont dit non, c'est ça ? Oui. Et vous pouviez pas partir, j'imagine, sans rien derrière. En fait, c'était ça l'idée. C'est vrai que c'est vrai que j'aurais pu prendre cette décision-là, c'est-à-dire partir malgré tout. Alors démissionner à l'époque pour moi c'était pas une option si j'avais pas quelque chose derrière. Oui, c'est ça. Ouais. C'était trop tard pour vous trouver autre chose pour démissionner. Exactement. Comment vous avez assumé cette décision du coup ? C'est comme ils ont vu que je l'assumais pas, c'est eux qui ont dû faire l'entretien. Vous regrettez aujourd'hui de pas l'avoir quand même assumé ou d'avoir discuté ? Non, ce que je regrette, c'est que j'aurais dû plus pousser la décision de en fait c'est moi qui pars. Je me pose la question parce que là, en fait, dans la décision que vous avez prise, moi, j'imagine et j'entends certains dire oui, mais vous voyez, voilà, elle a pensé à ses émotions, elle s'est dit oui, la personne, elle allait pas s'en sortir, elle a pas pensé au business entre guillemets. Je caricature évidemment. Vous avez envie de répondre quoi à ça ? Effectivement, la réinterprétation que vous en donnez, mais pour moi, elle est à 10 000 km de moi. Très bien, mais ça me va. Moi, c'est pas du tout ça. Dans ma tête, c'était. En fait, moi, je pense aux personnes. Et alors à cette personne, et puis même, et je l'ai pensé au niveau business. Elle avait des compétences que je n'avais pas. On se complétait. Et pour moi, elle allait être, franchement, je suis sincère, elle allait être plus utile pour la suite que moi. J'ai pas assez insisté, donc, mais je sais, je l'ai juste dit une fois à mon manager, je dis, mais c'est moi qui dois partir. Vous avez plus besoin d'elle que de moi. Il n'a pas voulu entendre, il a dit non, c'est faux. Lui, il était convaincu que c'est moi qui pouvais plus. Alors, je pense que c'était plus une question de posture d'encadrement. Je sais pas, mais opérationnellement, on avait plus besoin de cette personne que de moi à ce moment-là. Non, mais ça fait du bien aussi d'entendre ça. C'est-à-dire que c'est aussi une vraie décision business. Je le précise parce que comme il y a des interprétations qui peuvent être, au moins là, c'est clair. Très bien. Donc en fait, vous avez évolué dans une direction, mais dans des fusions, si j'ai bien suivi. Oui, donc là, le poste est resté effectivement en direction, mais là, il y a eu une fusion. J'ai dû y rester du coup 1 an. Donc en tout, ça avait fait 3 ans dans cette structure. Et donc après, je suis repartie au bout de 3 ans pour une autre structure. Où là, en fait, c'était une structure qui me permettait de ressortir à nouveau que de l'exclusif numérique et d'être dans un environnement numérique plus autres médias. Et donc, dans ce nouvel environnement, comment ça s'est passé du coup ? Alors, la première anecdote, quand je suis arrivée, c'est qu'on m'avait dit que j'étais N-1 du président directeur général. Ok. Et en fait, quand je suis arrivée, on m'a dit on te présente ton manager. Et là, donc, une personne que je n'avais jamais vue en entretien, qui avait l'air, ma foi, très sympathique, mais c'était pas ça qu'on m'avait dit. Donc là, je déboule évidemment dans le bureau, enfin évidemment, je sais pas, mais avec ma personnalité, je déboule dans le bureau de la DRH. Je lui dis, mais c'était pas comme ça, je comprends pas ce qui s'est passé là.
Et donc là, on m'a refait une sorte quand même d'avenant pour m'expliquer qu'en fait, j'étais dans une organisation matricielle, que donc j'étais bien sous le président directeur général, mais qu'en même temps, je devais reporter à cette personne que je n'avais jamais vue en entretien, chose quand même où je leur ai dit, moyen quand même, ça aurait été bien de le voir. Bon, il a l'air très sympathique et ça va, je pense, très bien se passer, ce qui a été le cas. Voilà, malgré tout, c'était quand même qui tout double. Donc voilà, ça a été un peu... Ok, c'est ça les postes de direction, t'arrives et en fait... C'était quoi son poste à lui, du coup? C'était le N-1 du PDG? Mais oui, on était tous un peu N-1 avec des titres un peu différents finalement. Donc il avait 12 N-1, mais avec des titres différents, donc avec des positions de direction un peu différentes, quoi. Mais on était tous au comité de direction le lundi matin. Et il y avait un comité élargi ou juste un seul Non, comité? du coup il y avait qu'un seul comité. À 12? Exact. Ah oui, ça fait nombreux pour un comité de direction. Ça se passait comment, du coup, les prises de décision, les échanges, les codires? Ça a duré 3 jours? Ça a confirmé la première sensation que j'avais eue, c'est que en fait, c'était plus un déroulé. Chaque personne, chaque lundi matin, racontait ô combien il était essentiel à l'organisation, quoi. C'est super, voilà, ce que j'ai fait. Alors, soit on dit je, soit on dit nous, parce que quand même, on a une équipe, c'est pas nous qui tout faisons tout seul, hein. Donc, j'écoutais toujours, lui il dit je, tiens c'est intéressant, il y a quand même 15 personnes derrière, mais très bien, ok. Moi je disais toujours nous. Et puis évidemment, revue des chiffres. Moi, en fait, avec du recul maintenant, je me dis, mais en fait, pourquoi on parlait pas de nos problèmes, en fait? Enfin, nos problèmes chacun, nos problèmes à manager, nos problèmes avec certains clients, comme on avait relevé un problème. Non, on faisait la revue des succès de chacun. Et c'est Lucie Carbone qui fait une blague là-dessus, qui est une humoriste, je fais une parenthèse, mais elle est très drôle. Elle dit, en fait, dans une entreprise, quand on sait pas, je prends le point. C'est tellement vrai. Donc, il y a 2 choses qu'on fait pas. Enfin, en tout cas, moi, dans les comités de direction que j'ai pas connus, c'est dire je ne sais pas et dire j'ai un problème là-dessus, est-ce que vous pouvez m'aider? Ok, et ça, vous dites quand ça devrait exister en comité de direction? Ah pour moi, ça devrait être l'ODJ d'un comité de direction. ODJ égale ordre du jour. Oui, pardon. Parce qu'en fait, là, on dirait plus alors pas du tout un combat de coq, mais si on affiche son succès, en fait, chacun son tour. Oui, quoi. alors c'est vrai que non, on peut pas dire un combat de coq. La meilleure représentation, c'est plus une revue. Un peu une revue au Lido, vous savez, ça, une revue au Lido. Bon, je caricature, puis c'était il y a longtemps, mais franchement, ouais, quoi. Ouais. Et puis, on n'était encore que 3-4 femmes, donc devait y avoir 6-7 hommes. Voilà, donc après, j'ai les souvenirs. Alors, quand on a changé, parce qu'on a eu un changement de président-directeur général, donc avec une autre personne, c'est pas la personne qui m'avait recrutée. Et après, voilà, là on a été dans 2-3 séquences sexistes, et à l'époque, j'employais pas ce mot-là, et j'étais juste affligée, mais j'avais aucun moyen, j'étais sidérée, en fait, et du coup, je savais pas quoi répondre, et puis, la femme en question, qui avait une remarque sexiste, elle rigolait, alors donc, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire? Mais je me souviens avoir été choquée par ce lundi matin, et à me dire, ah ouais, non, mais là, ça va pas être possible de faire encore plusieurs lundis comme ça. Si c'est ça, là, on est au bout du bout. C'était quoi la remarque? Alors, la remarque, c'est qu'il y a une compagnie aérienne qui s'appelle Aer Lingus. Vous la voyez arriver ou pas, la bonne blague? Et donc, du coup, c'était dans le pipe, en plus, parce qu'on dit dans le pipe. Et donc, il adresse ce contact, ce prospect chaud, comme on dit aussi, ce prospect chaud à cette personne, et en lui disant, ça devrait te plaire, Aer Lingus. Et en tournant sa langue, je pense aussi. Voilà. Bonne semaine. Ça en fait des frissons, ça me dégoûte. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui, je serais outrée. Et aujourd'hui, je me lèverais. Et je dirais non. Et pour discuter avec d'autres femmes qui sont en comité de direction, donc avec mon âge à moi maintenant, hein, donc elles ont entre 48 et 55 ans, elles me disent, effectivement, je ne supporte plus. Donc maintenant, je le dis, sauf que ça passe pas. Ou ça passe très mal. Ça, on ne peut plus rien dire? C'est pas compris, en fait. C'est tellement, entre guillemets, nouveau, en tous les cas dans certaines encore d'entreprises, hein, encore une fois, je ne fais pas de généralité, que ce n'est pas considéré à la hauteur de ce que ce devrait l'être. Pour moi, j'interprète ça comme ça. On s'est tellement, oui, on va dire on pourrait même dire plié. Il n'y a pas d'atterrissage doux possible. Donc, en fait, c'est une sorte d'explosion, en fait. Et je le sens autour de moi, des femmes autour de moi, de mon âge, qui disent non, mais là, moi, je peux plus laisser passer, je peux plus. Donc, autre anecdote dans une autre entreprise, on est dans une conférence en visio, il y a certaines qui sont en présentiel, d'autres en visio. La personne a dit « Bonjour messieurs », et alors qu'il y a 3 femmes. Et donc, la personne que je connais a répondu « Bonjour madame ». Oui, donc c'est pas très bien passé. Parce que là, après, c'est intéressant parce que moi, je remarque autant les réflexions sexistes, j'ai l'impression que ça passe mieux si elles sont un peu trop lourdes parce que ça commence à déranger des hommes. Et encore. C'est vrai. Mais alors, dès qu'on est plus dans l'écriture ou le parler inclusif, parce que là, c'est vraiment du parler inclusif, ça, j'ai l'impression
que c'est compliqué. Enfin là, bonjour messieurs, c'est pour moi, là, c'est pas inclusif parce qu'il a pas dit bonjour à tous. Donc bonjour messieurs, il y a des dames, on dit bien bonjour messieurs, bonjour mesdames. C'est vrai. Donc là, c'est vraiment... je sais pas s'il comptait faire une blague ou quoi, mais concrètement, moi, je sens bien, et on sait toutes et tous pourquoi, on va pas faire l'historique de ce qui se passe depuis 5-6 ans. Oui, ça monte en puissance. C'est vrai qu'il risque d'y avoir une période un peu chaotique, quoi, et qui est très difficile du coup à vivre des deux côtés, parce que d'un seul coup, on comprend pas, quoi. À quel moment vous vous êtes dit c'est bon ? C'est bon. Exactement comme vous l'avez fait. La fatigue, là. En fait, ce qui s'est passé la dernière année, c'est qu'on m'a proposé de postuler à un poste qui était au-dessus, de direction d'un pôle d'expertise, et que j'ai refusé de postuler. Non pas parce que j'avais peur de perdre, c'était pas du tout le sujet, parce qu'il y avait une autre personne et je connaissais très bien cette personne. Et... De toute façon, que ça soit lui ou moi, ça aurait été fair. Enfin, je veux dire, voilà, on joue, on gagne, on perd, c'est le jeu. Enfin, peur de perdre, non, quoi. Mais franchement, parce que j'avais pas envie de ce poste. Forcément, du coup, je suis un peu devenue électron libre. Donc ce poste, qu'est-ce que c'était que ce poste ? C'était un poste où vous gériez effectivement un grand nombre de personnes, mais qui était du coup avec une visibilité à l'international. Donc moi, je voyais déjà la fiche de poste, c'était du reporting, et du coup il y avait plein d'autres instances de comités de pilotage et de direction transverse dans laquelle il fallait être présente. Et donc là, je me suis dit, non, mais là si c'est pour faire x4 d'un lundi matin dans mes 5 jours. Moi, c'est pas ce qui m'intéressait. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était le terrain, l'opérationnel, mon équipe, à taille humaine, ça m'allait très bien. Et puis, voilà, l'expertise, quoi. Moi, sinon, j'avais l'impression de perdre mon temps, quoi, dans les instances de représentation et dans le fait de faire des tableaux Excel, quoi. Donc voilà, donc j'ai dit, non, je candidate pas. Donc on m'a demandé pourquoi, j'ai répondu ça. Et voilà, et donc c'est vrai qu'après la dernière année, ça a été un peu électron libre, jusqu'au jour où la personne qui avait eu le poste me dit si tu veux, tu vas devenir mon bras droit. Et là je l'ai regardé, je suis non, j'ai pas voulu le poste, c'est encore pire le bras droit. Parce que là, t'as même pas l'honneur, quoi. T'as même pas le titre. Donc, j'ai dit, non. Voilà. Donc, l'électron libre, à bon an, mal an, continuait pendant un petit moment. Mais voilà, après, il y avait plus... Je pense qu'on savait pas quoi faire de moi. Et moi, j'ai fini par savoir ce que je savais faire de moi. Je regardais le marché. Il y avait plus rien qui m'attirait. S'il y avait un truc qui m'avait attiré à l'époque, c'était directrice commerciale pour les Folies Bergères. Je m'en souviendrai tout le temps. Et je me suis dit, là, quand même, Caroline, tu files un mauvais coton, non ? Parce que, a priori, quand même, le numérique, le digital, t'adores. Et c'est là où je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu refuses, en fait ? C'est quoi que tu ne veux plus ? Est-ce que c'est le métier ? Ou est-ce que c'est la façon dont ça s'opère ? Est-ce que c'est l'environnement ? Et une fois que j'ai posé la question comme ça, je me suis dit, non, c'est l'environnement. Ok, donc t'en es pas à vouloir changer de secteur, en fait. Non, j'adore, je me fais mon auto-coaching, tu sais. Donc là, j'étais persuadée que j'adorais mon métier, que je voulais continuer, mais juste que, plus dans un environnement où, avec un comité de direction. Donc en fait, la messe était dite, le seul choix qui me restait, et qui était combiné aussi à un contexte privé, très important, en tous les cas dans mon histoire, structurant. Je dis toujours c'est 50-50. Donc 50% de ma décision liée à ce qu'on se raconte là au niveau professionnel. Et 50%, je m'étais séparée 1 an avant. Donc j'avais mon fils 1 semaine sur 2. Il devait avoir 7 ans et demi à l'époque. Et le voir 1 semaine sur 2, bon voilà, on s'y habitue bien sûr. Mais par contre la semaine où je l'avais, il était hors de question que j'arrive à 20h à la maison. C'était juste pas possible. Les gens savaient que j'étais séparée. Les gens savaient que j'avais 1 semaine sur 2. Mais jamais je me suis autorisée à dire, du coup ça veut dire que quand je l'ai, merci, ça je n'ai même pas osé le formuler à l'époque. Pourquoi pas ? Parce que pour moi ça se faisait pas, et puis c'était ma vie, et puis non, on mélange pas le privé et le pro, et puis voilà. Donc moi je me suis pas autorisée à le formuler, et de toute façon je pense pas que ce propos aurait pu être accueilli de façon neutre et bienveillante. D'accord Caroline, 1 semaine sur 2, nous ne mettrons pas de réunion à 18h pour toi. Non, ça je pense pas. Il y a 10-12 ans je pense pas. Donc de toute façon comme je l'avais pas formulé, ça risquait pas d'arriver. Donc voilà, donc 50% ça a été bon. Et comme ça, je vais me lancer en solo entrepreneur. Je vais donc pouvoir gérer mon planning, ma liberté. Voilà, ma liberté d'être dans un comité de direction seul, celui de moi-même, et d'être bien avec mon fils 1 semaine sur 2. Quoi. Vous n'êtes pas la première que j'entends dire ça, qui sont arrivés à des postes de direction et qui disent en fait, si je veux m'occuper de mes enfants, finalement, il faut que j'ai plus de liberté sur mon emploi du temps, parce que c'est ce que vous dites. Je reviens juste sur le terme s'occuper de ses enfants. Moi, alors j'en avais qu'un. J'en ai toujours qu'un d'ailleurs. Il est grand maintenant. En fait, c'était le voir en fait. Non, mais moi, c'était juste voir mon gamin, quoi. C'est juste, je sais pas, j'ai fait un gamin, je veux le voir en fait. Donc après, que ce soit pour, je sais pas, aller jouer à la pétanque un mercredi après-midi, j'ai peut-être dû le faire 2 fois quand j'étais solo entrepreneur. Mais vous imaginez même pas
Mais à quel point c'était le kiff. Et le super kiff, le jour de rentrée, d'être tranquille, zen, d'avoir la journée entière pour faire la rentrée scolaire. Mais quel bonheur! Mais quel soulagement pour commencer son mois de septembre en se disant j'ai pu prendre ma journée, on va aller faire les courses tranquilles, ça va être trop bien. Un petit goûter pour sa première journée, l'écouter alors avec qui il est, avec quel copain, avec quelle copine. Mais qu'est-ce que c'était merveilleux, mais c'est merveilleux ces petits moments-là. Donc alors vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et ça s'est très bien passé. Alors j'étais avec un compagnon à l'époque qui a sûrement aussi été un acteur de cet élan. Puisqu'en fait, il était... à chaque fois que je lui parlais de mon projet, il était là, oui, lui-même avait fait le pas 10 ans auparavant, donc pour lui, il n'y avait pas de sujet. Aucune appréhension de la part de mon partenaire de vie de l'époque. Et ça m'a aussi énormément permis de me lancer sans appréhension. Très bien. Pourquoi c'était important que votre compagnon n'ait pas d'appréhension? Mais il n'avait pas d'appréhension. C'est pas qu'il vous a encouragé, c'est qu'il n'avait pas d'appréhension. C'est comme ça que vous l'avez formulé? Pourquoi c'est vrai. C'était important? Alors, je l'ai formulé comme ça. Vous savez pourquoi? C'est vrai qu'en le disant, mais je sais très bien pourquoi je le formule comme ça. Parce que le père de mon fils, dans les rares moments où j'avais des poussées de... non, mais tu sais, il y a un moment donné, moi, je vais arrêter d'être en CDI, je pense, dans les entreprises. Et je sais que le père de mon fils, sortir du système était quelque chose de complètement rédhibitoire pour lui. Donc, en fait, j'avais tellement eu l'image de quelqu'un qui avait plus peur, alors que moi j'avais pas de peur, moi j'étais dans l'élan, la vitalité, un jour je vais faire des trucs nouveaux, rien que d'y penser, du coup ça me permet de vivre le présent de façon plus jolie, donc c'est pour ça. Après vous dites ça pour l'entrepreneuriat, mais j'ai l'impression qu'en direction aussi, si vous n'avez pas un conjoint ou des gens qui vous soutiennent, en fait c'est un peu compliqué, non? Oui, c'est vrai. Là c'est juste que ça vous empêche de vous lancer. C'est-à-dire qu'il y avait quand même cette peur au-dessus de moi du vide, enfin quelqu'un qui me renvoyait l'image de t'es dans le système ou tu l'es pas et là tu sors du système. Donc il y a ce côté un peu dedans-dehors, quoi. Voilà. Vous êtes lancé dans la future du travail et je trouve ça intéressant en vue de tout ce que vous avez raconté sur les codires que vous avez vécu. C'est-à-dire que, du coup, c'est quoi le futur du codir? Déjà, ça s'appellerait pas codir déjà. Ok. Ça s'appellerait comité d'accompagnement. Ok. Est-ce qu'on prend des décisions dans le comité d'accompagnement? Oui, mais que sur certains sujets, je pense. Sur des sujets prospectifs, sur des sujets de fusion-acquisition, sur des sujets de rachat, sur des sujets de nouveaux postes à créer, des trucs moyen-long terme, quoi. Et pour moi, le reste est tout à fait gérable par l'ensemble des gens. Et que si on leur fait confiance, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je caricature peut-être un petit peu, mais voilà, il y a des entreprises qui déjà fonctionnent un peu comme ça. Alors, on va pas revenir sur les notions d'holacratie, sociocratie, etc. Mais une des entreprises dont je suis un petit peu proche, je sais qu'ils fonctionnent. Alors, ils sont que 50, mais déjà, elle me dit quand même 50, faut continuer à tourner le système. Ils sont dans un système où, alors soit ça s'appelle des tribus, des squads, comme vous voulez. Eux, ils ont appelé ça des cercles avec un binôme, systématiquement, toujours 2 personnes volontaires qui gèrent le cercle et qui sont garants du fait qu'on va aboutir à un résultat qui était le résultat qui était attendu. Et ils ont notamment un cercle sur alors aussi trivial que l'organisation du séminaire de rentrée, que stratégique que notre process de recrutement. Donc c'est des cercles qui sont faits en plus de la mission business de chacun. Mais déjà j'adore en fait, et ça existe déjà dans quelques entreprises aussi, même plus grandes, où déjà vous rentrez, vous avez une fiche de poste, ok très bien, mais vous avez 20-30% de votre temps qui est dédié à des sujets transverses en fait, et qui concernent le collectif. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de oui, mais avec la distance, avec ceci, cela, fierté d'appartenance, comment on fait, cohésion, le collectif. Ah non, mais attendez, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas juste parce que vous allez mettre des jolis bureaux avec des rituels. Oui, c'est bien, vous allez faire ça, ça va être très bien. Mais en fait, il y a juste un truc que vous faites, vous donnez à chacun des missions collectives, vous allez voir. Hein. Et ça, c'est structurant. Ça, c'est du hard, quoi. Hein. C'est pas du soft. On va faire des rituels. Et à ce moment-là, on va faire des bureaux où vraiment les gens, ils auront envie de revenir. Oui. C'est ce qui est bien aussi. Il faut le faire. Mais le hard, c'est ça, en fait. C'est responsabiliser, mais vraiment responsabiliser. Je comprends. Vous disiez aussi tout à l'heure, moi, dans un comité de direction, j'aurais aimé qu'on parle des problèmes qu'on a. Parce qu'en effet, pour avoir participé aussi à beaucoup de comités de direction, très souvent, on a un tour de table où chacun raconte ce qu'il fait, pour pas dire sa vie. Ça fait un peu comme le réseau social. C'est-à-dire en fait, on montre la meilleure partie de nous-mêmes. Il y a un peu de ça. Après, il y a une tendance au réseau social en ce moment de dire je suis vulnérable et j'ai réussi, donc c'est bon. Ça, c'est vrai. Ça, on l'a pas encore vu en codir, mais peut-être. Hein. Mais ce que vous dites aussi, et ça, je vous rejoins, mais je vous rejoins même à un niveau managérial, en fait. C'est de partager sur le management, sur les problématiques. Et là, vous avez dit aussi, en niveau codir, sur les problématiques clients. Alors que c'est vrai que c'est pas forcément fait pour justement retrouver ce collectif dont vous parlez 5 minutes, quoi. En fait, générer l'entraide dans un comité de direction, magique. Bah oui. On va arrêter de faire
T'as vu, moi j'ai fait tel résultat, et moi j'ai fait ça, et moi du coup je contribue à hauteur 2 du chiffre. Surtout que ce truc, faut qu'on en sorte de ça. Il y a plein de fonctions qui en fait sont des fonctions centrales, hein, mais qui ne génèrent pas du business. Je veux dire, à part commercial, je veux dire, les autres c'est que des centres de coûts. Enfin, j'exagère à peine, quoi. Alors j'ai juste précisé pour l'audience quand même que quand vous avez parlé comme ça, vous avez roulé des mécaniques. Pour rien montrer. T'es assez viril en vrai, mais il y avait un petit roulement de mécanique. Il faut dire ça suffit, quoi. C'est ça. En effet, je suis d'accord avec vous. Il y a des fonctions qu'on appelle support. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui aime le... Ah, bien qu'il y a des gens qui adhèrent, ça dépend. Fonction support, il y a un débat sur le sujet, mais qui ne génère pas de chiffre d'affaires. En fait, si, il y a même des articles qui ont été écrits comme quoi les fonctions, alors je pense à RH notamment, génèrent du chiffre d'affaires en fait. Parce que selon les personnes que vous recrutez, selon l'organisation que vous créez, selon l'ambiance que vous mettez, vous n'aurez pas les mêmes moyens en fait. Donc oui. J'ai une question un peu différente, toujours par rapport à votre métier. Alors, je vais remonter un peu loin. J'ai regardé un peu vos interviews. Et j'ai vu qu'il y avait un article qui était sorti en 2020 sur le MyRH. Je crois que c'est quand vous avez sorti votre livre, qui s'appelle « Une femme, un homme comme les autres ». Ah oui. Et que dans cet article, vous avez dit que vous êtes plus pour une harmonie des sexes que pour l'égalité. Alors, l'article, il a 3 ans. J'imagine que vous pensez toujours comme ça, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Et moi, la question que je me posais, c'est qu'aujourd'hui, les femmes prennent de plus en plus de place dans la direction. La majorité des nouvelles nommées sont des femmes. Alors, la majorité, je me rends pas compte, mais c'est la sensation qu'on a. Alors, franchement, je pense que c'est beaucoup dû à la loi Rixin. Je veux dire, là, clairement. Faut quand même le préciser, la loi Rixin fait son effet. Et puis, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes, en fait, DG, ça a créé aussi des nouvelles directions. Il y a même des femmes très jeunes qui viennent d'arriver à ce poste-là, parce qu'on a vu Agathe Monpilly pour Leroy Merlin. Du coup, moi, je vous demandais quelle était votre position aujourd'hui avec le recul sur cette évolution qui prend de l'ampleur par rapport à ce rapport harmonie-égalité, en fait. Alors, à l'époque, quand je disais ça, en fait, je pensais surtout au cadre privé. Parce que souvent, quand on dit le sujet, justement, l'égalité des tâches, il y a beaucoup de personnes, hommes et femmes, qui vont dire « oui, mais ça dépend ». Elles ont raison, mais bien sûr, ça dépend. Ça dépend des compétences de chacun. C'est souvent la chose qui revient, bien sûr. Même si, franchement, je pense pas que j'ai des compétences particulières en repassage et que certains hommes n'ont aucune compétence en bricolage. D'accord ? Donc les compétences, ça se travaille aussi. Ok ? C'est ce que je pourrais répondre. Tout est nuancé. Vous voyez, il y a de la complexité. Je dis pas non plus noir ou blanc. Donc je pensais à ça dans le cadre privé, une question de compétences, une question de l'un ou l'autre vient changer de poste, donc il y a un peu plus de pression au travail, donc forcément un peu moins de présence à la maison. Voilà, il y a tout plein de contextes. La vie est quand même suffisamment longue pour qu'on puisse se dire que c'est plus l'harmonie qu'on recherche et non une égalité stricte de il faut que tu fasses quoi qu'il arrive dans la vie en tant que femme ou en tant qu'homme X heures de tâches domestiques et moi X et X égale à X, quoi. Donc c'est surtout dans ce cadre-là que j'avais dit ça. Et une harmonie non genrée, alors du coup c'est pas une question de genre, c'est une question de l'une des personnes a un poste plus élevé, donc du coup on compense, etc. C'est une question de situation. Okay. L'harmonie de 2 personnes par rapport à une situation donnée et que on puisse chacun s'exprimer et que évidemment toute la vie ça soit pas tout le temps dans un même sens, sauf si une des 2 personnes prend beaucoup de plaisir et d'équilibre. Vous entendez aussi certaines personnes dire moi ça me va d'être père ou mère au foyer, ça me va, voilà, c'est ok. Donc avec ce qui veut évidemment dire de réalisation. Donc sur le terme d'harmonie, voilà, à l'époque il était employé surtout dans ce contexte-là. Par rapport au contexte professionnel, alors bon, on va pas se leurrer, effectivement la loi Rixin, bon c'est que pour les entreprises de plus de 1000 personnes, hein, donc déjà ça concerne vraiment pas tout le monde. Voilà, et donc effectivement ça c'est sûr que ça tire un peu les candidates sur ces postes et c'est tant mieux. Hein, ça c'est de toute façon, si ça peut être perçu comme une inégalité par les hommes et même d'ailleurs par les femmes qui disent ah bah super, c'est grâce au quota que j'ai été en fait on est juste en train de rééquilibrer parce que sinon il y a une stat qui est parue, je crois que c'est au niveau mondial, qui dit sinon il va falloir encore attendre 130 ans. Voilà. Si on ne met pas un cadre politique avec effectivement un cadre réglementaire. Donc on ne fait juste que réparer. Moi j'aimerais bien qu'on emploie le mot un peu plus souvent de réparer une injustice. Voilà. Très bien. Autre question que je voulais vous poser, j'ai écouté le dernier épisode de votre dernière saison du podcast sur lequel vous êtes fait vous-même interviewer. C'est ça. Et vous avez dit, moi je me dis pas féministe parce que selon les personnes que j'ai en face, ça veut pas dire la même chose et je suis pas à l'aise. Du coup j'aurais bien aimé que vous approfondissiez sur ce point-là parce que je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de femmes disent comme vous et beaucoup d'hommes sont pas à l'aise non plus. Donc oui, si un jour on me demande clairement est-ce que tu es féministe, je répondrai tout de suite à la personne qu'est-ce que vous entendez par féminisme ? Dites-moi votre définition et à ce moment-là, je répondrai à votre question avec grand plaisir, mais j'ai juste besoin de savoir ce que vous entendez. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un courant féministe
féministes. Il y en a plusieurs, je ne saurais les comptabiliser. Mais si on doit faire un grand arc de cercle avec des positions polarisées, nous avons d'un côté ce qu'on appelle aujourd'hui communément les féministes radicales. Et puis de l'autre côté, on va pouvoir trouver des courants. Alors il y a des notions là qui commencent à arriver, du féminisme éclairé, éclairant, d'un féminisme inclusif, avec les hommes, etc. Et vous répondez oui à quel féminisme alors ? Moi, je pense qu'on a besoin de tous ces féminismes-là aujourd'hui. Donc je remercie en premier lieu toutes celles qui ont des postures radicales. Je serais bien incapable de le faire. Je suis émue en le disant. Parce que je sais ô combien c'est difficile de tenir cette posture. Si vous regardez même celles qui travaillent le féminisme depuis des années, qui ont des podcasts sur le sujet, et elles ont toutes, beaucoup, eu une période où on a pu entendre parler d'elles, parce que juste elles étaient épuisées en fait. Épuisées mentalement d'être dans un combat et dans une lutte. Donc merci à elles de tenir le combat à 100% de leur temps, même à 200%, parce que je pense que c'est jour et nuit à ce niveau-là. Donc je pense qu'on a besoin de tous les féminismes. J'ai des dernières questions du coup, par rapport à tout ce que vous m'avez dit. Si vous deviez donner un conseil à la personne que vous étiez juste avant de devenir directrice, vous diriez quoi ? Ne leur mets pas la barre trop haut. Ouais, je leur ai mis la barre super haut, c'est sûr. Mais en même temps, pour moi, on devrait quand même toucher à ça. Et la barre trop haut, c'est quoi ? C'est une barre trop humaine. Moi, je suis en train de vous parler d'un comité d'accompagnement, d'un comité de coopération, d'un comité d'entraide. Ça devrait être ça, un comité de direction. Elle était trop haute ou est-ce qu'elle était au bon niveau d'exigence ? Oui, alors par rapport à mes valeurs, elle était là où elle devait être. C'est-à-dire que demain, il y avait une annonce. Pour la première fois, on crée un comité de coopération et d'accompagnement pour diriger l'entreprise. Je pense que je postule, ouais. Pourtant, ça fait 10 ans, je suis très contente encore aujourd'hui de ma vie, de mes activités. J'ai eu des cycles de 3 ans, donc je fais des choses différentes que ce que je faisais il y a 10 ans. Mais si cette idée, elle existait, vous y adhéreriez ? Ah oui, puis j'irais du coup, parce que du coup, je voudrais me dire... bon, bah alors voilà, je vais aller le vivre maintenant pour voir si, bon, ça marche quand même. parce que peut-être ça marche pas. Enfin, moi, je pense que ça marche, mais avec les bonnes personnes, avec les personnes qui ont envie d'adhérer à ce genre de direction d'entreprise, ouais. Et vous, la question que j'avais après, c'était qu'est-ce que vous souhaitez aux générations de directrices actuelles et à venir ? Je leur souhaite de capitaliser autant sur leur masculin que sur leur féminin. Ça veut dire quoi, ça ? Je leur souhaite de utiliser autant leur force que leur vulnérabilité. Tout ça, c'est masculin-féminin. Je suis pas en train de dire que la force, c'est masculin et vulnérabilité, c'est féminin. Alors, sauf si on en réfère à Françoise Héritier, qui a fait des attributs féminins, des attributs masculins, et qui a déduit ce genre de choses qui, en partie, peut quand même se retrouver, du moins dans les stéréotypes. Dans la réalité, ça, c'est plus complexe, la réalité. Qu'est-ce que je lui dirais d'autre ? De viser juste, mais pas forcément haut, c'est-à-dire de prendre de la place, parce que une des plus belles phrases que j'ai entendues de ma vie, c'est « la place que tu ne prends pas, il y a quelqu'un d'autre qui la prendra ». Donc d'investir cette place, de connaître ses limites, de savoir jusqu'où la place peut aller, d'avoir envie et de prendre du plaisir à se rendre visible. Parce que parfois, certaines personnes sont à des postes, elles font beaucoup, ça ne se sait pas. Je pense que si on était aussi un peu plus authentique et plus vrai et transparent, avec nos limites, nos problèmes, nos difficultés. Et s'il y avait certaines personnes qui, dans les comités de direction, osaient dire « Non, mais là, j'ai besoin de votre aide. Comment vous pouvez m'aider ?» Mais on avancerait plus vite. Et puis, ça se ressentirait à tous les niveaux de l'organisation, quoi. Vous souhaitez quoi au directeur à venir et actuel ? Donc, aux hommes, maintenant ? Et aux hommes, exactement. De se taire. Je trouve que les hommes... J'ai récemment animé des ateliers. Mais les hommes parlent beaucoup trop, en fait. Donc, alors, on a tous besoin d'apprendre à écouter, vraiment, d'écouter vraiment une personne. J'ai même lu récemment qu'en fait, pour être sûr que vous avez bien écouté la personne et qu'elle le ressente, il faut faire un silence à la fin de ce qu'elle a dit. Parce qu'elle-même, quand elle a parlé, elle est déjà en forme d'introspection de ce qu'elle est en train de dire. Donc ça va la faire avancer, ça va la faire réfléchir. Vous avez peut-être l'impression de servir à rien, mais en vrai, apprendre à écouter, c'est une compétence. Et dernière question, selon vous, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises, voire la société, pour arriver à une égalité de pouvoir ? Pour arriver à une égalité de pouvoir, il faut redéfinir la notion de pouvoir. Ok, c'est-à-dire ? Eh bien, la définition de pouvoir, je pense pour moi très franco-française, en tout cas de ce que je connais de la France, pouvoir centralisé, ça se voit déjà, la cour du Roi Soleil, transport des trains, il y a tout qui va à Paris, quand vous voulez faire un truc longitudinal, c'est ouf. Donc quitter, faire le deuil d'un pouvoir centralisé, avec des sachants et des subordonnés, vers un pouvoir qui serait associé à
une image de pouvoir distribuer, pouvoir partager, pouvoir influer, le pouvoir d'entraider. Voilà. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.